Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Silicon Valley Bank. C'est la banque californienne qui a fait faillite la semaine dernière. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter les faits, hein, les éléments qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Ensuite, on va faire une analyse de la décision qui a été prise par les autorités américaines ce week-end pour essayer d'éviter une contagion. Et enfin, on parlera justement des risques qui persistent sur le système bancaire. Allez, on y va, c'est parti. La Silicon Valley Bank ou SVB, c'était la banque des startups américaines. Donc là, vous voyez sur ce graphique, on avait à peu près 50% des clients qui étaient des startups de la tech américaine ou bien des biotech américaines, donc basées dans la Silicon Valley ou bien à Boston. C'est les deux endroits aux États-Unis où il y a vraiment beaucoup de startups. La banque proposait deux types de services. Tout d'abord, un service simple d'ouverture de compte pour des entreprises et des particuliers. Et de l'autre côté, elle faisait des prêts, notamment à des sociétés du secteur de la tech et des biotech. Donc c'est disons un type d'activité un peu risqué parce que forcément c'est des sociétés jeunes qu'il y a en face, mais l'activité se développait assez bien en fait jusqu'à il n'y a pas très longtemps parce que les sociétés jeunes américaines arrivaient à lever beaucoup d'argent et donc par exemple les dépôts dans cette banque à la Silicon Valley Bank ont été multipliés par quasiment 3 entre 2019 et 2021. Si on compare les banques en termes de taille d'actifs, eh bien, juste avant sa chute, la Silicon Valley Bank faisait partie des 20 plus grandes banques américaines. Que s'est-il passé exactement? Donc, comme je vous le disais, la banque a accumulé beaucoup d'argent avant 2021 et donc cet argent ensuite, elle l'a utilisé alors pour faire différentes choses. Comme je le disais, elle a fait des prêts à des entreprises. Vous voyez, c'est les 34% de loan qu'on voit ici. Ça, c'est la position à fin 2022 de la banque. Et par ailleurs, pour le reste de l'argent qu'elle avait, elle a dû le placer, elle a dû l'investir. Donc c'est la partie qu'il y a ici, à peu près 57%. Et cette partie-là, elle l'a investi dans différents produits. Alors notamment, il y avait des obligations souveraines américaines, plutôt à long terme, a priori autour de 10 ans en termes de maturité. Et également des obligations investies dans le domaine de l'immobilier, ce qu'on appelle des mortgage-backed securities, et également sur des durées assez longues, environ 10 ans. Je tiens à préciser que pour ces investissements dans l'immobilier, ils avaient choisi des obligations qui étaient garanties par l'État. Donc l'ensemble de ces investissements, en tout cas une grande partie, était plutôt orienté vers des produits qu'on peut considérer comme des produits qui sont extrêmement sûrs. Et le point, c'est qu'ils avaient choisi d'investir sur des maturités longues, tout simplement parce que c'était le seul moyen à l'époque d'arriver à générer un petit peu de revenus, puisqu'il y a quelques années, les taux étaient extrêmement bas, et donc le seul moyen d'avoir un petit peu de rendement, c'est d'aller sur des maturités assez longues. Mais l'erreur qu'a fait la SVB, c'est que elle n'a pas pris d'instrument de couverture pour se protéger contre le risque de remontée des taux. Ce qui se passe quand vous avez des taux qui remontent, c'est que les obligations, et notamment les obligations à long terme, voient leur valeur baisser sur le marché secondaire. Hein, donc c'est facile à comprendre, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur le marché secondaire cherchent à acheter des obligations, eh bien elles vont plutôt aller vers des nouvelles obligations puisque les taux sur ces obligations sont beaucoup plus élevés. Et donc cela fait que sur ce marché secondaire, le prix des obligations que détient la banque baisse très fortement. Ce phénomène de baisse de la valeur va créer ce qu'on appelle des moins-values latentes pour l'ensemble des établissements bancaires. Mais vous voyez que ici, la SVB se trouve donc sur ce graphique ici, et c'est la seule qui, après prise en compte de ces moins-values latentes, se retrouve avec un ratio qui est extrêmement faible. Un ratio qu'on appelle le Equity Tier 1, capital ratio, qui mesure la solidité financière. Alors que vous voyez que les autres établissements, eux, certes, ont une moins-value, mais elle ne vient pas trop affecter leur ratio Tier 1. Ça l'affecte un petit peu, mais pas trop. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a ça? Ben, tout simplement parce que la SVB n'a pas pris d'instrument de couverture et donc elle prend à 100% la baisse de la valeur de ses obligations long terme.
Soyons clairs, cela correspond vraiment à une erreur de gestion de la part du management de SVB. Ils savaient très bien qu'il y avait un risque de baisse de valeur de ces obligations et ils n'ont pas pris de produit de couverture. Alors je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Il y a par exemple, on sait qu'ils n'ont pas eu de responsable des risques pendant 8 mois. C'est ce que vous voyez ici. La personne qui était en charge des risques, en fait, a démissionné en avril 2022 et la personne qui l'a remplacé, justement pour superviser les risques au sein de la banque est arrivée seulement en janvier 2023. Une autre explication, c'est le fait que la société a un total d'actifs qui est inférieur à 250 milliards et il se trouve que dans la réglementation américaine, eh bien, il y a différentes catégories au sein des institutions financières qui ont été créées. Donc c'est ce que vous voyez ici avec différents seuils. Et effectivement, la catégorie la plus basse correspond aux établissements qui ont eh bien, des actifs inférieurs à 250 milliards. Donc c'est la catégorie 4 que vous voyez ici. Et pour ces banques-là, pour ces établissements financiers-là, eh bien, les contraintes sont moindres, notamment en termes de ratio de liquidité. Et donc, c'est sans doute une des autres explications qui fait que les autorités ne se sont pas rendues compte qu'il y avait potentiellement un problème avec cette banque. L'enchaînement a commencé en 2022. Les conditions pour obtenir, arriver à lever des fonds ont commencé à être beaucoup plus difficiles. Donc les startups arrivaient moins facilement à lever de l'argent. Par ailleurs, ces startups sont souvent en cash flow négatif, donc elles consomment l'argent qu'elles ont sur leur compte. On a vu qu'il y en a un certain nombre d'entre elles qui ont mis en place des plans de licenciement significatifs au cours des derniers mois. Donc ça veut dire que peu à peu, eh bien, elles tiraient sur leur compte et la banque SVB devait, elle, rendre de l'argent peu à peu, c'est-à-dire solder des positions, des investissements qu'elle avait pour arriver à rendre cet argent. Et donc ça, c'est gênant quand vous avez des positions à long terme sur lesquelles il y a des moins-values très fortes. Parce que, eh bien, vous vous trouvez dans une situation un peu délicate où vous pouvez être amené à vendre à perte, avec parfois des pertes importantes, ces produits à maturité très longue, tout simplement pour arriver à rendre l'argent. Donc ils s'en sont aperçus, mais un peu tard. Donc là, on voit par exemple une vente qui a été faite très récemment, hein, c'était la semaine dernière, pour un montant extrêmement significatif de 21 milliards. Donc la banque SVB a vendu des obligations souveraines américaines ainsi que des produits de placement obligataire dans le domaine de l'immobilier. Eh bien, ils les ont vendus, mais en encaissant une perte extrêmement élevée de 1,8 milliard de dollars. Et ça a vraiment été un des éléments déclencheurs qui a amené à la faillite. L'enregistrement de cette moins-value a été rendu public assez rapidement. Encore une fois, c'est une moins-value qui est due au fait que la société n'avait pas pris d'instrument de couverture contre la variation du taux d'intérêt. Et donc, certains investisseurs assez connus comme Peter Thiel, donc, qui est un VC basé en Californie, s'en sont rendus compte et ont demandé très rapidement à ces participations, à leur participation, de retirer leur argent de cette banque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, eh bien, le message a circulé au sein des startups et elles ont commencé à toutes retirer leur argent. Donc, il y a eu ce qu'on appelle un bank run. Et assez rapidement, tout simplement, SVB s'est trouvé dans une situation où elle n'arrivait pas à trouver suffisamment d'argent pour eh bien, rembourser ses clients. Ce qui est quand même fou dans cette affaire, c'est que le CEO de la société, le patron de la société, qui vendredi appelait encore au calme en espérant éviter la faillite, eh bien 2 semaines avant, il avait vendu des actions de SVB sur le marché pour un montant quand même de 3,6 millions de dollars. Ensuite, rapidement, vendredi, l'autorité américaine, la FDIC, décide d'arrêter l'activité de SVB puisqu'il se rend compte qu'il n'arrive plus à faire face au retrait des clients. C'est donc une faillite. C'est la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. À la suite de ça, eh bien, il y a des négociations ce week-end. Ils cherchent d'une part un repreneur pour la banque. Pour l'instant, ils n'en ont pas encore trouvé, on verra. Et ensuite, il y a bien sûr des négociations qui se passent pour savoir si eh bien, l'État va intervenir pour eh bien, sauver certaines personnes. Alors, il faut bien faire la distinction entre un sauvetage des actionnaires, par exemple,
ou des gens qui détiennent une créance, une obligation vis-à-vis de la banque. Donc ça, c'est quelque chose qui jusqu'à maintenant, et à mon avis, sera refusé de toute façon par les autorités américaines. Les actionnaires vont tout perdre, les gens qui ont également une obligation vis-à-vis de cette banque vont tout perdre. En revanche, là où il y a eu vraiment des discussions ce week-end, c'est pour savoir si on allait sauver les dépôts des clients de la banque SVB. Et donc c'est là vraiment où il y a eu ces discussions. Finalement, les autorités américaines ont décidé de mettre en place un mécanisme qui va sauver à 100% les dépôts. Ce mécanisme va sauver les dépôts de la Silicon Valley Bank, mais également de la banque Signature, dont l'activité a été arrêtée par les autorités également ce week-end. Donc c'est ce qui est précisé ici. L'intégralité des dépôts vont être sauvegardés. Ce qu'ils indiquent, c'est qu'il n'y aura aucun coût pour le payeur d'impôts américain. Alors là, je pense qu'ils se basent là-dessus en disant qu'ils vont utiliser de l'argent qui est déjà dans un fonds de sauvegarde qui a déjà préalablement été alimenté. Bon, il y aura quand même un coût hein, au final, puisqu'une partie de ce fonds-là sera sans doute utilisée. Et en plus de ça, ce qu'ont annoncé les autorités américaines, c'est un mécanisme complémentaire si jamais il y a de problèmes avec d'autres institutions financières qui ont le même souci de moins-value latente sur un certain nombre de leurs actifs. Eh bien, ils ont mis en place en complément un programme qu'ils appellent le Bank Term Funding Program, qui, lui, donc, concerne absolument toutes les institutions financières aux États-Unis et qui vont pouvoir eh bien, obtenir de l'argent en contrepartie en mettant en garantie les actifs qu'ils ont, mais qui en ce moment ont une valeur très basse, nettement inférieure à leur valeur nominale. Et l'idée, là, c'est justement ben, la même chose, hein, de permettre à ces institutions eh bien, d'avoir suffisamment de liquidité si jamais ils doivent également la rendre à leurs clients. Si ce deuxième mécanisme devait lui être utilisé, alors là par contre il y aurait un impact hein, sur le payeur d'impôts américain, puisque l'État n'aurait pas suffisamment d'argent de côté pour le financer, il devrait imprimer à nouveau, et donc dans ce cas-là, ben, ça se traduirait in fine par plus d'inflation, donc un programme au final qui sera payé eh bien, par tous les Américains. Cette décision des autorités américaines est assez controversée. Vous allez voir, c'est pas facile de se faire une idée. Alors, pour vous expliquer, dans cette banque, il y avait majoritairement des très gros clients. Donc, vous voyez qu'ici, on avait principalement eh bien, des montants qui étaient non assurés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La partie assurée, ça correspond à ceux qui ont des montants sur leur compte bancaire qui étaient inférieurs à 250 000 dollars. En fait, c'est la limite qui est d'assurance qui est apportée par les autorités américaines. Et dès que vous avez de l'argent au-delà, eh bien, ce n'est pas assuré et c'est à vous de prendre votre risque ou de prendre des dispositions parce que si jamais la banque fait faillite, eh bien, vous pouvez perdre cet argent. Donc là, c'était vraiment la majorité des fonds. Donc c'est vrai que normalement, c'est le principe. Vous savez au départ que cette partie, cet excès de trésorerie au-delà de 250, vous pouvez le perdre. Et donc c'est vrai que dans ce sens, la décision des autorités américaines est un peu surprenante. Quelque part, il y avait une règle qui était vous pouvez perdre, mais finalement, quand on est face au problème, eh bien on supprime cette règle et on sauve tout le monde. Ce qu'auraient dû faire normalement les sociétés, les startups qui avaient beaucoup d'argent sur leur compte, au-delà de 250 000, eh bien, c'est de placer cet excès de trésorerie, par exemple, dans des obligations américaines à court terme, pour être sûr de ne pas perdre cet argent. Mais ça, ils ne l'ont pas fait, peut-être parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de personnel pour s'en occuper. Le problème, c'est que ça crée ce qu'on appelle un aléa moral, c'est ce que dit Peter Schiff dans ce tweet, c'est-à-dire que ça n'incite pas, eh bien, pour le futur, justement les sociétés, les gens qui ont beaucoup d'argent, à prendre ce genre de dispositions pour gérer ce risque. En revanche, si les autorités américaines n'étaient pas intervenues, eh bien dans ce cas-là, il peut y avoir des risques systémiques, c'est-à-dire de contagion à l'ensemble du système bancaire.
un peu comme on avait eu lors de la grande crise financière en 2007-2008. Donc ça, c'est des sujets quand même à prendre au sérieux. Je pense qu'il y a surtout un risque de contagion vis-à-vis des banques régionales américaines qui sont à peu près de la même taille que SVB et qui risquent de voir leurs clients partir, hein, de subir également un bank run comme SVB. Donc ça va peut-être arriver, hein, malgré la décision qui a été prise par les autorités américaines. Mais voilà, je comprends que ce risque est pris en compte. Et c'est pour ça qu'il est difficile de dire si c'était réellement la bonne décision ou pas. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que on a toujours dans le système financier une problématique qui est liée aux moins-values latentes sur ces obligations à maturité longue. Donc en fait, ces obligations à maturité longue, il y en a dans beaucoup de produits, par exemple dans des fonds de pension, il y en a dans les assurances vie. Là, vous avez sur ce graphique une illustration de l'évolution de ces moins-values latentes et vous voyez qu'elles se sont créées donc en 2022 avec au moment de la hausse des taux. Donc ça a fait baisser la valeur des obligations. Donc tant que vous n'avez pas besoin de les vendre, ces obligations, si vous pouvez les garder jusqu'à maturité, et bien évidemment ça ne pose pas de problème. Le problème commence si jamais vous avez des clients, de plus en plus de clients qui viennent vous demander le remboursement. Donc par exemple, dans le domaine des assurances vie, hein, s'il y a énormément de demandes de rachat de ces assurances vie, eh ben là ça pourrait créer des problématiques, voire in fine des faillites de compagnies d'assurance. Je ne plaisante pas avec cette problématique liée aux assurances vie. On a d'ailleurs un exemple très récent avec une société en Italie qui s'appelle Eurovita, qui est spécialisée dans le domaine des assurances vie et qui fait face aujourd'hui à des problèmes de solvabilité qui sont justement liés à des obligations souveraines de la zone euro à maturité longue. Merci à tous pour votre attention. Si vous aimez la chaîne, si vous voulez l'aider à se développer, pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, partager la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. En complément des vidéos, si vous voulez aller plus loin dans l'application, si vous voulez lire les analyses que je fais de sociétés du monde entier, eh bien vous pouvez vous abonner à mon Substack, dont voici le lien. Il va s'afficher en haut à droite de l'écran et il est aussi juste en dessous dans la description.